Alors, comment expliquer le paradoxe des éditions Beyina, qui d'un côté soutiennent des positions pro-Tekfir et d'un autre côté ils ouvrent une je vais pas trouver le terme, une succursale ou une branche, c'est un phare en arabe, de leur librairie. Et en réalité, ici, nous avons affaire à un problème complexe qui fait intervenir des éléments endogènes et exogènes, mettant en lumière la raison de ce qui en apparence est un paradoxe. Déjà, est-ce que c'est est-ce que c'est un paradoxe incompréhensible qui fait que à la fois on soutient des positions rigides et rigoristes en matière de tekfir et qui prône une certaine ouverture d'esprit envers les hérésies et qui prêche cette ouverture d'esprit de manière à accepter une palette large de la culture musulmane sous prétexte de son affiliation à la culture musulmane. En fait, si on expose les différents éléments dont je vais traiter, eh bien ce paradoxe, à défaut de se dissiper, il sera au moins plus compréhensible et peut-être plus clair. Je dis donc qu'il y a des facteurs ou des indices endogènes qui sont propres à l'auteur de ce paradoxe, qui est qu'en lui-même il est tiraillé entre ses postures exclusivistes et élitistes qui se manifestent à travers le tekfir. Donc c'est une posture psychologique qui se manifeste à travers une légitimité légale, religieuse, qui est, ou en tout cas que l'on recherche, ou dont on est en quête. Et donc il est possible que une même personne, à des périodes différentes, contienne en elle les graines de deux orientations qui sont paradoxales et qui sont nourries par un contexte et qui sont nourries par des événements et qui mettront plus en exergue l'un aux dépens de l'autre et pas forcément les deux en même temps. Et donc il est possible qu'ici en l'occurrence ce ne sont pas la volonté de cultiver ces deux sentiments à la fois, mais ça ressemble, non pas étrangement comme on va l'expliquer, à une évolution de la pensée. Alors, pour des raisons qui sont à la fois laudatives et péjoratives, pour les raisons laudatives, c'est que il y a une prise de conscience, il y a une maturité qui fait qu'on élargit son éventail ou son esprit, qu'on élargit ses horizons et son esprit. Mais il y a aussi éventuellement une dimension péjorative qui est liée à ce que j'appelle les déçus. Donc il y avait au sein des salafis qui a absorbé des catégories d'individus provenant d'horizons
disparates et variés, et au sein desquels il y avait une certaine élite, ou en tout cas un groupe élitiste, et bien sûr le mouvement salafi, enfin l'ensemble salafi, il était relativement homogène et populiste, qui, selon sa dimension bien sûr excessive, je ne parle pas de l'orthodoxie, mais de la façon dont elle était pratiquée dans les milieux salafis actuels, qui prônait un populisme ou un espèce de, peut-être influencé par les doctrines modernes, un espèce d'égalitarisme face à des références à qui on se soumet corps et âme et à qui on fait allégeance aveugle. Et en dessous, il y a la masse, sans tenir compte des disparités entre les uns et les autres. Et bien sûr, cette situation étant purement virtuelle et intenable, et pour d'autres raisons que j'ai expliquées par le passé, notamment la désintégration des sociétés traditionnelles qui, par onde de choc, ont désintégré. Bien sûr, c'est un processus lent, mais il y a eu une accélération avec le 11 septembre. L'orthodoxie religieuse musulmane, qui était en partie et peut-être en priorité visée, puisque le reste était beaucoup plus facile à déstabiliser, et la vulgarisation des réseaux sociaux aidant, eh bien il y a eu une passation de pouvoir entre la prise d'information qui était au départ verticale et qui est devenue horizontale et qui a complètement disloqué les hiérarchies pour produire une anarchie et un chaos. Donc c'était un peu le but du 11 septembre. Il y a une dimension mystique, on ne va pas en parler ici. En tout cas, avec ce phénomène, il y avait un brin de, non pas de cohérence, mais on avait l'impression que l'embarcation elle tenait encore, mais il y avait des phénomènes invisibles qui faisaient qu'elle allait bientôt craquer, qu'elle allait bientôt exploser. Donc en apparence, le navire il tenait encore bon, mais l'iceberg avait déjà frappé la coque. Et bien sûr, le navire il s'est brisé, et comme pour le Titanic, il s'est tenu à la verticale comme une toupie, laissant présager qu'il pouvait éventuellement rester à flot pour s'enfoncer dans les flots de façon furtive ou expéditive ou en tout cas spectaculaire. Voici pour l'une des dimensions exogènes qui font que ce qui paraissait être un groupe homogène était en réalité ou cachait des vicissitudes ou des tares qui ont éclaté au grand jour lorsque les digues ont volé en éclats. Et parmi ces tares, il y avait ce semblant d'homogénéité, alors que cet ensemble, il rassemblait des catégories d'individus complètement différentes et dont la cohabitation, elle allait forcément déboucher sur une confrontation et une dislocation. Et dans cet ensemble où il n'était qu'un mirage, il y avait bien sûr une partie élitiste
Et bien sûr, cette partie élitiste, on sent que tous les éléments de cet ensemble, ils avaient une position exclusiviste qui jouait le rôle de gardien du temple. On pourrait développer ce point, je ne vais pas le faire maintenant. Et de toute façon, la dimension exclusiviste, elle est commune à tous les groupes. Elle n'est pas forcément condamnable, elle n'est pas tout le temps condamnable, et elle n'est pas entièrement condamnable. Mais lorsque les acquis ou lorsque les piliers ou les convictions volent en éclats, eh bien ce qui au départ est une vertu, elle se transforme vite en un fardeau et elle accélère le mouvement de décadence et la dépression et la dégénérescence qui aboutit à une dislocation et un chaos total. Voilà, donc c'est les premières choses qu'il faudrait développer. Là, je ne fais que le synthétiser avec des mots peut-être un peu savants. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est que il y a des phénomènes exogènes qui ont aidé cette dimension, cette partie de déçus chez qui sommeillait en eux les graines de l'élitisme et qu'ils ont peut-être même refoulé au nom de pour la cause communautaire. Et bien sûr, la frustration aidant. Et ils ont trouvé chez le spectre du salafi qui a refoulé en eux cette dimension élitiste, eh bien ils ont trouvé chez ce spectre, qui était malheureusement une caricature du littéralo-rigorisme, ils ont trouvé chez ce spectre-là un exutoire sur lequel ils se sont défoulés à dessein. Et comme pour exorciser leurs vieux démons, ou comme pour exercer une thérapie introspective, eh bien, ils se sont complets dans ce refoulement ou dans cet échappatoire et cet exutoire qui les a bien aidés dans cette démarche, étant donné qu'il était la caricature d'un littéralo-rigorisme étroit et fantasmagorique et tellement caricatural qu'il était très facile d'en faire un exutoire. Voilà, tout ce qui mérite de plus en plus d'explications, je ne fais ici que les exposer furtivement. Et donc, cet élitisme enfoui refoulé, eh bien il s'est manifesté avec force et il s'est manifesté, il s'est même déchaîné en faisant échapper une autre dimension refoulée qui était cet exclusivisme, mais c'était un exclusivisme calculé et qui était quasi laudatif. Et si, puisqu'il s'est dégénéré, eh bien, il s'est manifesté de façon violente et brutale et anarchique. Et dans un premier temps, ça s'est manifesté de façon douce, avec chez les déçus, bien sûr, que d'aucuns appellent affranchis, mais j'expliquais que le terme affranchi n'était pas adéquat, car tous n'étaient pas les affranchis, bien que tous soient des déçus. Et donc cet élitisme exclusiviste, il s'est manifesté de façon différente, avec chez certains un manque de reconnaissance, qu'ils ont propulsé dans le giron acharite. D'autres ont été propulsés
c'est un moindre mal, dans le giron pro-Tekfir, et d'autres ont sombré, peut-être parce qu'ils sont moins élitistes, et plus populistes, dans le tekfirisme. En fait, le tekfirisme, il a une dimension intellectuelle, une dimension émotionnelle. Donc pour ceux qui sont moins élitistes, ils ont souvent la dimension émotionnelle du tekfirisme qui se manifeste par le djihadisme. Et il y a une dimension qui est purement intellectuelle et virtuelle. Donc eux, peut-être, oui, ils ont gardé, ils avaient en eux les graines de cet élitisme intellectuel. C'est le point que j'ai déjà parlé, je ne vais pas le refaire ici. En tout cas, il y a chez certains individus cette dimension élitiste, exclusiviste, qu'ils cultivent en eux, mais bien sûr, puisque l'homme est complexe, il y a chez eux d'autres dimensions, comme une dimension philanthrope, et elle est paradoxale avec la première, mais la première, son exacerbation est expliquée par un refoulement des frustrations et du lien illusoire qui cantonnait les forces ou qui ostracisait des forces qui étaient la pression communautaire et quasi sectaire qu'exerçaient les salafis du terrain, je dis bien du terrain, non pas l'orthodoxie dans l'absolu, sur les esprits, et qui est devenu un exutoire. Donc ça s'est exprimé de façon violente à travers cet élitisme exclusiviste chez les pro-Tekfir. Et bien entendu, ces pro-Tekfir, ils se sont non seulement émancipés du littéral-rigorisme représenté par les pro-Tebdir, mais ils se sont construits eux-mêmes je trouve pas le mot, tant pis, une dialectique, et qui impliquait quelque part, alors au début c'est manifesté par des balbutiements, mais ça ça peut être pris de l'ampleur chez certains. C'est la raison pour laquelle ils ont carrément basculé dans l'acharnisme. Il y a eu peut-être des réticences dans un premier temps vis-à-vis d'Ibn Taymiyyah, puisqu'ils ne répondraient pas à leurs attentes de cet exclusivisme élitiste. Et ça s'est manifesté par un rejet d'Ibn Taymiyyah. Et c'est la raison pour laquelle certains ont carrément basculé dans le giron acharite, et d'autres, peut-être à d'autres époques ou dans d'autres endroits, ils ont basculé dans le haddadisme, c'est-à-dire mais le vrai haddadisme, dont le critère principal est un rejet et un reniement total d'Ibn Taymiyyah. Donc on voit qu'Ibn Taymiyyah, il est vraiment, il est symboliquement la pierre angulaire du traditionnalisme, puisque les différents groupes qui renoncent au salafi, eh bien, ils passent forcément par de tourner le dos à Ibn Taymiyyah, que ce soit pour les Ash'arites ou les Haddadis, les purs et durs, et non pas ceux que l'on nomme Haddadis parce qu'ils sont différents, parce qu'ils prennent des positions différentes, ou parce qu'ils, le Cheikh Rabia, ou parce qu'ils ont des positions pro-Tebdir. Je n'ai vu que ces points. Et donc, beaucoup d'anciens salafis qui ont sombré dans l'acharnisme et qui vouent une haine actuellement Ibn Taymiyyah, eh bien, ils sont arrivés à cette fin de parcours par le processus que je viens d'expliquer brièvement ici. Donc ici, il y a un amalgame de phénomènes endogènes et exogènes.
qui explique éventuellement une double posture, c'est-à-dire à la fois philanthrope et à la fois exclusiviste et élitiste. Mais il y a d'autres éléments ou facteurs exogènes qui sont peut-être moins louables et et j'en parle depuis plusieurs années, qu'il y a une volonté manifeste d'une main invisible et pas forcément par les pouvoirs en place. Donc il est réducteur de mettre sur le compte de Macron ou de Sarkozy avant lui la volonté d'éradiquer l'islam, puisqu'ils n'ont pas le pouvoir entre les mains. Donc j'ai déjà expliqué ces choses, mais c'est la volonté, ces orientations, elles viennent d'une force invisible qui est au-dessus, on peut dire occulte, dans le sens de caché, non pas forcément dans le sens de occulte, mais bien qu'en réalité c'est lié, mais pour ne pas faire peur, on va pas lier ces notions ici. Et donc il y a une force cachée, pour éviter les amalgames, ou invisible, qui trame en coulisses et qui, bien sûr, articule les marionnettes qui sont devant de la scène. Dans cette volonté d'éradiquer l'islam traditionnel, on a usé de plusieurs artifices. Notamment, il y a eu une mauvaise image de l'orthodoxie en la vendant comme des barbares et des zombies, avec la mise en place d'une image virtuelle du salafi à travers le terrorisme et les actes de barbarie perpétrés notamment par Daesh. Et bien sûr, nombreux sont ces événements, et je dis ça en connaissance de cause, nombreux sont ces événements qui ont été non seulement instrumentalisés, mais carrément mis en place par cette main invisible, et notamment nombreux attentats qui ont été perpétués à travers le monde au nom du salafisme, en commençant par, même si le phénomène est plus ancien, mais c'est un événement déclencheur, en commençant donc par le 11 septembre. Et il y a la volonté, bien sûr en parallèle, de mettre en avant le réformisme et et son pendant intermédiaire qui est le progressisme. Donc le réformisme qui est matérialisé par ou qui est représenté par le néo-rationalisme, le mortésilisme, et des dimensions extrêmes que sont le mysticisme, le panthéisme, donc des soufis ultra, et pour ce qui est des progressismes, il s'agit de l'acharisme, et comme l'acharisme il est un pont vers le réformisme, eh bien il a été choisi, alors je ne connais pas les mécanismes en détail, pour remettre devant de la scène l'islam traditionnel maghrébin et marginaliser l'islam traditionnaliste saoudien. Et bien sûr, plusieurs artifices ont été mis en place et on a articulé autour de ce basculement de la salafia vers l'islam progressiste pour ensuite aller vers l'islam réformiste et à terme, même s'il y a une grande partie de la population musulmane qui est concernée par l'islam séculier, et de faire de la religion un folklore comme c'est le cas pour la religion catholique, des choses qu'on a déjà parlé, je ne vais pas le refaire ici. Et donc, on a instrumentalisé certains leviers qui sont incarnés par des prédicateurs qu'on a pas forcément de façon volontaire de la part de ces prédicateurs, qu'on a manipulé ou instrumentalisé ou qu'on a enserré dans un étau de façon qu'ils n'ont d'autre choix que, outre le fait que leur liberté est extrêmement réduite,
Donc choix réduit, on les oriente comme l'eau dans un tuyau vers un choix auquel ils ne peuvent échapper. Donc il y a une espèce de déterminisme qui fait que ces prédicateurs, même s'ils n'en ont pas la volonté consciente, eh bien ils œuvrent dans l'intérêt de cette main visible. Donc on peut citer les revirements notamment, et j'en ai déjà parlé par le passé, de Rachid El-Jay, via éventuellement, bien sûr je ne connais pas les tenants aboutissants, je ne connais pas les coulisses, mais éventuellement via les services secrets marocains. Donc il y a le cas de Rachid El-Jay qui semble quasi évident. Il y en a un autre aussi qui est évident, qui semble évident, c'est celui du fameux Bachir qui a complètement virevolté. Actuellement, il fait des conférences sous le vocable pompeux de professeur, tout comme Rachid El-Jay d'ailleurs, professeur. Donc on se moque un peu des musulmans. Et lui, on a sûrement exercé sur lui des pressions lors de son séjour au Maroc, où il a été jeté en prison pour une affaire familiale. Je ne vais pas parler ici, pour ne pas laisser entendre que notre propos, que nous faisons de la discussion de comptoir. Mais cet événement a servi à exercer des pressions sur le concerné. Et bien sûr, et cela a aidé son revirement total à la manière de Rachid El-Jay, peut-être à un autre niveau. En tout cas, l'effet escompté a été acquis. Et bien sûr, dans la balance, il faut compter l'expulsion de Hassani Hussein. Je pense qu'elle n'est pas anodine. Il y a aussi l'exclusion de Tariq Ramadan pour des raisons, peut-être pour d'autres raisons, mais ça a permis de faire le ménage, de mettre en place une nouvelle sphère francophone. Alors Sarkozy, lui, c'est la marionnette d'en bas. Bien sûr, il ne représente pas une classe intellectuelle musulmane. Donc c'est la marionnette d'en bas, mais en fait c'est la marionnette qui est utilisée pour les non-musulmans. Et au même moment, il est arboré par... Il est, non pas arboré, je trouve pas le terme. Hein. Je trouve jamais le terme. Il est haï par tous les musulmans. Mais peu importe, l'essentiel c'est qu'il est actionné en vue peut-être pour mettre en avant un paradoxe. Il y a plusieurs raisons, je ne vais pas en parler ici, qu'il faut qu'on actionne quelqu'un comme Chalgoumi, mais bien sûr, il n'est pas représentant des musulmans, il le sait lui-même. Les musulmans le savent, les non-musulmans le savent aussi. Mais il y a un intérêt malgré tout à activer une telle marionnette, malgré qu'il soit aussi caricatural. Et donc, ici interviennent Al-Bayin. Alors, aussi, il y a eu, lors de la restructuration, il a fallu éliminer, pour des raisons que j'ignore, bien sûr, la plupart des... Il faut savoir que ici, on parle de choses dont on ignore en grande partie les tenants et aboutissants. On peut imaginer quelques ressorts, et notamment que Barak City a été éliminé, mais pas forcément pour les raisons que l'on s'imagine, pas forcément pour éradiquer l'islam, peut-être pour d'autres raisons, puisque bien sûr la propagande, les ressorts de la propagande sont extrêmement subtils et extrêmement sophistiqués, et souvent ce n'est pas ce qui nous apparaît au premier abord, qui est la raison déterminante de telle ou telle décision. Et donc, ici intervient le Bayina, qui a eu des problèmes, des démêlés judiciaires récemment, et ça a exercé sur des pressions. Et il est possible que ça a joué dans la balance chez le responsable del Bayina, qui a fait que cette dimension refoulée en lui
philanthrope et cette ouverture d'esprit qui a été alimentée par sa culture livresque, qui a fait que c'est une posture qui, en réalité, c'est une décision qui, aussi paradoxale soit-elle, ou que c'est un dilemme qui est aussi alors aussi douloureux soit-il, eh bien, qui a permis ou qui a accéléré cette volonté de mettre sur le marché des ouvrages qui s'inscrivent en totale contradiction avec ces positions qui sont également liées à l'rigorisme, protekfir, donc c'est des subprotekfir, anti-protebdir, littéral-rigoriste. Et peut-être qu'il y avait chez une dimension universaliste et philanthrope qui était refoulée. Et finalement, puisque ça faisait partie de sa personnalité, eh bien, il n'y a pas vu d'inconvénient, ou peut-être qu'il a été soulagé, les pressions aidantes, de participer à cet effort. Mais peut-être qu'il n'a pas conscience, à participer à cet effort, peut-être qu'il n'a pas conscience qu'il s'inscrit dans un programme plus vaste et qui est ancien. Donc c'est un phénomène qui est long et fastidieux. C'est la raison pour laquelle, dans l'étape où on se trouve, on oublie les étapes précédentes et les motivations premières, et qui a consisté à marginaliser l'orthodoxie musulmane et de faire la promotion invisible, et pas forcément dans leur intérêt, du réformisme. Et puisqu'il fallait avancer de façon progressive, et bien de son étape intermédiaire qui s'était incarnée par l'ash'arisme. Wallahu al-musta'an alayhi et tuklan.